Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, je voudrais d'abord remercier Amaury Duclosel et Philippe Olivier, ainsi que la Fondation pour l'aimable invitation à venir faire un exposé liminaire sur un peu le contexte dans lequel s'inscrit la problématique de ce colloque. Que Philippe Olivier me pardonne, je vais revenir un peu sur le 9 novembre. C'était pas prévu au programme de mon exposé, mais comme il me tend une perche, je vais la saisir et ramener ça à la problématique de mon exposé. Parce que le 9 novembre, dans l'histoire allemande, c'est un jour tragique, à bien des égards, et pas simplement pour les deux événements qui viennent d'être mentionnés ici. Le 9 novembre 1918, l'Allemagne est ce pays qui a eu une double proclamation de la République. La première proclamation de la République le 9 novembre 18, c'est celle de Karl Liebknecht, avec une idée de renverser le régime de Guillaume II qui abdique ce jour-là et d'installer cette lueur qui vient de l'Est, c'est-à-dire une république sur le modèle socialiste, en imitation de ce qui s'était passé 2 ans auparavant à Moscou. Et ce même 9 novembre, quelques instants après, Philippe Scheidemann, au nom du SPD, classique, proclame une autre république, celle qui visait à fonder, non pas une république des soviets, mais une république de nature social-démocrate. Et vous avez déjà là la problématique d'emblée, le 9 novembre 18, qu'est-ce que ce sera l'entre-deux-guerres, puisque vous avez 2 confrontations. Mais on pourrait ajouter 1923 à la liste des 9 novembre. Et là aussi, vous trouvez quelque chose d'emblématique dans l'histoire allemande. Le 9 novembre 23, Hitler fait cette tentative de putsch dit de la brasserie, c'est-à-dire de partir de Munich et d'essayer d'installer à partir de Munich et d'une Bavière qui avait connu une éphémère république socialiste soviétique avec Kurt Eisner en 1919, cette fois-ci l'inverse, une république nationale socialiste d'où on partirait à la conquête de l'Allemagne. Et autour, c'est pas le 9 novembre, le putsch c'est le 9 novembre, mais autour de ce 9 novembre 1923, puisque tu as fait allusion aux élections de Saxe-Anhalt, on pourrait ajouter la Thuringe, autour du 9 novembre 1923, vous avez des élections régionales en Allemagne, parce que la République de Weimar est fédérale aussi, les gens l'ont oublié très souvent, et ce 9 novembre 1923, autour d'une période électorale, 2 Länder allemands deviennent des Länder rouges. Il s'agit de la Thuringe, pour ne pas la nommer, voilà, qui a un gouvernement d'obédience soviétique pendant un laps de temps très court, et, plus surprenant, la ville-État de Hambourg, qui amène, oui, on rentre dans ma problématique de l'impossible pacification, qui amène à une intervention contre des gouvernements de nature rouge, pourtant démocratiquement élus, et qui sont écartés de la scène au profit de gouvernements plus conformes aux intérêts de ceux qui se trouvent en Allemagne à ce moment-là, c'est-à-dire les élites allemandes et les troupes d'occupation britannico-françaises et belges, dans leur zone d'occupation, qui ne veulent pas voir, n'est-ce pas, cette dérive se mettre en place. Vous avez tout, là. Je ne vais pas vous refaire l'histoire de l'entre-deux-guerres, ce n'est pas mon propos, mais simplement peut-être quelques éléments de réflexion pour vous montrer qu'un concept de l'historiographie, qui est un concept extrêmement fécond, on peut l'utiliser, c'est ce concept qu'avait mis en place le grand historien allemand Ernst Nolte, dont on pensera ce qu'on voudra, qui est le concept de guerre civile européenne. Commence en alors, c'est là qu'on rentre dans le débat. Pour Nolde, il y a un fait majeur, c'est la révolution russe de 1917, et la révolution russe de 1917 inaugure une ère, pour lui, de guerre civile européenne, et donc, en fait, fascisme, nazisme, révolution russe sont les fruits d'une matrice commune qui est celle où l'étincelle, l'iskra russe, a mis le feu
à l'ensemble du monde développé, excepté les États-Unis, où tout s'enchaîne et où tout part de ce point qu'est la révolution russe. Cette thèse, elle vaut ce qu'elle vaut. Elle a eu le mérite d'être la première à poser la question des liens de causalité entre tous ces phénomènes, parce qu'on a toujours retenu fondamentalement leur animosité réciproque, leur exclusion réciproque en réalité, dit Nolte. C'est un même mouvement. Il y a un lien de la révolution russe en passant par le fascisme et le nazisme. Cette thèse, on peut l'appliquer aussi à la relation entre États. Parce que de la même façon que vous avez une guerre civile idéologique en Europe qui se met en place à la sortie de la Première Guerre mondiale sur la révolution russe, si je suis Nolde, elle peut s'écrire aussi entre États. Entre d'un côté des États plutôt conservateurs dans l'ordre européen et d'autre part des États plutôt révolutionnaires, voire révisionnistes, n'acceptant pas le deal des traités de paix et qui vont en permanence contester l'ordre établi par les autres. Ces travaux ont été remis en question par François Furet, un autre grand historien français, celui-là, qui, sans remettre en question le lien entre communisme, fascisme et nazisme, dit que la matrice originelle n'est peut-être pas le communisme, mais davantage la Première Guerre mondiale. Parce qu'il faut regarder ce qui se passe pendant cette Première Guerre mondiale pour pouvoir comprendre un peu cette guerre civile européenne de l'entre-deux-guerres, cet affrontement total entre des idéologies opposées. Et les travaux de François Furet ont été ensuite amplifiés, alors là aussi, c'est des destins qui sont intéressants, par un historien américain de nationalité, mais en réalité allemand d'origine, juif, qui a quitté l'Allemagne dans des conditions que vous connaissez dans l'entre-deux-guerres et qui a poursuivi ensuite sa carrière aux États-Unis, Georges Mossé, qui, dans les années 80, a ramené ce concept de brutalisation. C'est-à-dire expliquer qu'en fait, qu'une guerre déjà en partie totale, comme la Première Guerre mondiale, ne laisse pas les sociétés indemnes. Et que par conséquent, il faut revenir à l'expérience de guerre et à la brutalisation de ce que les sociétés ont subi pour comprendre ce qui va se passer par la suite, c'est-à-dire le lien entre communisme, fascisme, nazisme et à l'ascension des totalitarismes. Parce que, rentrer un peu là-dedans, ce que montre très bien surtout Mosse et puis dans une moindre mesure François Furet, c'est qu'une conduite d'un État en guerre ne laisse pas indemne. Voilà. Vous regardez un peu, c'est-à-dire qu'en fait, un État qui entre en guerre, et surtout dans le contexte de la Première Guerre mondiale, il militarise progressivement tous les pans de l'action politique, de l'action économique et de l'action sociale, puisqu'il faut être efficace. Il y a un objectif, l'objectif c'est la victoire, et pour tendre vers la victoire, il faut mobiliser les ressources économiques, il faut mobiliser les ressources sociales, il faut mobiliser les ressources culturelles et il faut mobiliser les ressources politiques. Et donc, on a des phénomènes classiques de ce que vont reprendre les idéologies totalitaires par la suite qui se mettent en place. Nous avons d'abord un encadrement plus poussé des populations. C'est partout le cas, chez tous les belligérants. De la Serbie, en passant par la Russie des Tsars, l'Allemagne de Guillaume II, la France, pourtant État démocratique, ou le Royaume-Uni, pourtant État démocratique pendant la guerre, vous avez partout un encadrement plus poussé des populations, c'est-à-dire une restriction du champ démocratique. Et ça pour des raisons tout à fait organisationnelles. Vous imaginez un Parlement dans un État démocratique discuter face à l'ennemi en guerre des différentes options militaires. Donc finalement, votre champ démocratique va nécessairement se restreindre. C'est ça l'intérêt de ces travaux. Un encadrement plus poussé des populations, un renforcement de l'exécutif, accompagné partout d'une personnalisation accrue du pouvoir. Si vous faites le tour de ce que retiennent les imaginaires, la Première Guerre mondiale en Angleterre, elle s'appelle Lloyd George.
La Première Guerre mondiale en France, elle s'appelle Aristide Briand, le Boche ne passera pas, Verdun, et Georges Clemenceau. Et vous pouvez continuer. La Première Guerre mondiale en Allemagne, à côté du Kaiser, c'est quoi? C'est Hindenburg-Ludendorff. Il y a des phénomènes de personnalisation comme référent pour les opinions publiques. Au niveau de la vie économique, vous n'avez pas besoin de la révolution communiste pour avoir les premières formes de nationalisation étatique, parce qu'il faut coordonner l'effort d'armement, parce qu'il faut produire, et donc vous avez un renforcement, alors qu'on est dans des systèmes libéraux sur le plan économique, un renforcement de l'intervention de l'État qui prend de plus en plus en main le cœur nodal de l'économie, qui est l'économie de guerre. Et donc, sans révolution communiste, sortent des mots comme planification, sortent des mots comme mobilisation des ressources, qui font le bonheur par la suite de toutes les idéologies totalitaires. L'encadrement social. Oh, deux exemples. L'intégration de la classe ouvrière. Qui combat? Certes, des élites, mais en grande majorité aussi des ouvriers. Qui produit dans cette économie de guerre? Et donc, au fur et à mesure, vous voyez qu'en fait, eh bien, vous intégrez de plus en plus le monde ouvrier dans la sphère de l'économie de guerre, et donc vous l'intégrez de plus en plus dans ce genre politique, ce qui fait qu'en fait, eh bien, la phraséologie nationale, la mobilisation culturelle autour du nationalisme concerne aussi le monde ouvrier, et le thème de la révolution s'éloigne, sauf à certains endroits où la révolution, c'est le cas en Russie aussi, est faite dans un premier temps au nom aussi de l'inefficacité des politiques de guerre du tsar et d'une volonté de poursuivre le combat au nom des intérêts nationaux avant que Lénine ne saisisse l'opportunité pour aller plus loin. Ce qui fait qu'en fait, les mobilisations sociales vont conduire à des effets pervers. L'un des effets pervers, c'est qu'on va mettre en avant, là où on mettait en avant l'antagonisme de classe, l'antagonisme ethnique. L'ennemi est systématiquement déshumanisé au nom d'un caractère ethnique qu'aurait, je mets le mot entre guillemets, sa race. Il n'y a qu'à regarder les discours que les Français produisent sur les Allemands, que les Belges produisent sur les Allemands, que les Allemands produisent sur les Français, et vice-versa dans cette Première Guerre mondiale, pour comprendre qu'avec la guerre, il y a une forme d'ethnicisation de l'adversaire qui rentre en ligne de compte. Là où jusqu'en 1871, vous n'avez pas ce type de phénomène. C'était un adversaire loyal, animé, si vous voulez, des mêmes principes, entre guillemets, chevaleresques que moi. La Première Guerre mondiale, ça commence d'ailleurs un peu avant la Première Guerre mondiale, parce qu'il faut regarder la fin des guerres coloniales pour le comprendre en Afrique. Vous basculez dans une idée où vous déshumanisez votre adversaire. Et en le déshumanisant, vous dites, c'est dans ses gènes, ça. Il ne peut pas en être autrement, il est nécessairement et fondamentalement mauvais. Et donc, en fait, vous avez une transformation du champ extraordinaire des référents habituels économiques, politiques, culturels, sociaux qui se produit à la faveur de la Première Guerre mondiale, ce qui fait qu'en fait, de cette guerre, chacun attend une forme de régénération, de nouveauté. Et qui régénère? Certainement pas les anciennes idéologies, dans le langage commun. Communisme, fascisme, et j'en ajoute une troisième, qu'on a souvent oubliée, l'européisme. Tente, il ne faut jamais l'oublier, celle-là, c'est pas parce qu'elle n'a pas été couronnée de succès dans l'entre-deux-guerres qu'il faut la laisser de côté. Ce sont ces trois vecteurs-là qui apparaissent comme les formes capables de régénérer les sociétés traumatisées par le conflit. Parce que vous pouvez le prendre. Dans le communisme, au lieu
puisque c'est en principe les prolétaires s'unissent, quel que soit leur pays. Donc l'ethnicisation des peuples ne fonctionne pas. Mais l'ethnicisation et les critères de l'ethnicisation, vous pouvez l'appliquer sur l'ennemi de classe. Il n'y a qu'à regarder dans les années 20, je ne suis pas un expert de la caricature, mais j'ai suffisamment vu de caricatures de bourgeois ventripotents fumant le cigare, le monocle, les affameurs de peuple, etc., pour voir quelque chose de similaire dans cette déshumanisation des classes possédantes par le communisme à la déshumanisation de l'adversaire pendant la Première Guerre mondiale. Et vous pouvez lire Marx, vous ne verrez jamais cette déshumanisation, quoi qu'on pense de la philosophie du marxisme. Il y a là un facteur neuf qui entre avec la révolution russe. Les fascismes des années 20 vont amplifier cette tendance qui est présente dans la Première Guerre mondiale et que l'on retrouve déjà dans certaines pensées raciales du milieu du XIXe siècle, que ce soit en Allemagne ou dans une moindre mesure en Italie. Il ne reste plus qu'au nazisme, quand il se met en place, dès la fin de la Première Guerre mondiale, à ajouter à ces dimensions qui sont présentes un culte obsessionnel de l'État et un culte obsessionnel de la pureté raciale. Mais les matrices sont là, à la sortie de la Première Guerre mondiale. Ce qui se passe dans tous les États, comment vous dire, vous amène à vous interroger sur la possibilité d'un retour à la normale. Est-ce que c'est possible, ce vieux rêve au lendemain des guerres, du retour à la normale? Est-ce que le retour à la normale est possible dans des sociétés marquées par les phénomènes que je viens rapidement de décrire? Est-ce que c'est possible dans les relations internationales de refonder, ce qui est habituellement le cas, un ordre international pacifié? Regardez-le. Est-ce que les traités de paix ont arrêté le redéploiement des impérialismes européens? Le traité est à peine sec au moment de sa signature que vous avez un affrontement grandeur nature entre deux anciens alliés que sont la France et le Royaume-Uni. Voilà. On pourrait très longuement vous expliquer les points de focalisation. C'est pas quand vous demandez aux responsables britanniques quelle place ils accordent à l'Allemagne dans cette Europe pacifiée, elle n'est pas la même que la place qu'accordent les Français. Quand vous sortez de l'Europe, vous regardez en Proche-Orient, la vision de l'organisation du Proche-Orient des Britanniques n'est pas la même que la vision du Proche-Orient des Français. Donc vous avez, sans que ça conduise à des guerres, des confrontations d'impérialisme classique qui cherchent chacune à se faire sa place au soleil. Et puis là-dessus, vous avez un autre phénomène qui se produit à la faveur des traités de paix, sans vouloir les justifier, c'est la disparition des empires multi-ethniques en Europe. L'Ottoman avait déjà commencé à reculer, mais là, c'est la disparition de l'Empire austro-hongrois. Et donc, fatalement, la question des nationalités et la question des minorités prend une dimension nouvelle. Là où elle est opération intérieure des empires, elle devient maintenant problème de relations internationales. Elle devient confrontation interétatique. Et donc, tout ce pari, parce qu'il faut regarder les discours produits qui consistaient à penser que la démocratie allait s'imposer au lendemain de la Première Guerre mondiale. C'est une guerre du droit, si je suis les grands leaders démocratiques de l'Europe de l'époque. Allait imposer un socle de valeurs communes. Eh bien, en fait, cette paix que l'on espérait idéologique, le triomphe du libéralisme, cette paix ne peut être que partielle. Les cadres de l'ancien système sont omniprésents et ces cadres de l'ancien système ont été brutalisés par la conduite même de la guerre. Et donc, la normale n'est pas possible. L'échec était-il donc automatique? Non, il y a des pistes. Il y a des pistes, je vais donner peut-être 2-3 exemples. Il y a d'abord une première piste qui est celle de l'européisme. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, vous avez quand même les premiers, je dis projets sérieux, non pas que les philosophes des années précédentes ou les intellectuels qui rêvaient d'États-Unis d'Europe
n'aient pas joué un rôle. Les projets sérieux dans la mesure où ils viennent de gouvernements, de forces constituées. Je pense par exemple à l'initiative de Koudnov-Kalergi et au mouvement pan-européen. Je pense par exemple, puisque je suis en Belgique, à toutes les réflexions de Paul Van Zeeland, qui commencent là, à celles d'Émile Francqui, à celles de Paul Huymans, l'ancien ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique. Tous ces gens-là ont pensé trouver une solution dans une forme de coopération constructive entre les nations d'Europe, avec la coiffe suprême qui a été le plan Aristide-Briand en 1929 d'un projet de constitution d'une Union européenne. Ces tentatives de régénération existent, mais simplement elles se heurtent elles-mêmes à trois écueils. Derrière, les États cherchent à les instrumentaliser. Si la France, avec Briand, fait son plan, c'est pour des raisons de sécurité et de contrôle de l'Allemagne. Ce n'est pas parce qu'on est franchement converti à la nécessité de la création d'une structure européenne qui nous coiffe. Le deuxième handicap de cet européisme, c'est que ça reste un mouvement d'élite et que ça n'apparaît pas comme transposable pour les masses au niveau de leur vision. Parce qu'elles ont basculé vers ces idéologies régénératrices que sont le communisme et le fascisme. Il y a un excellent ouvrage que l'on peut inviter à lire, c'est celui du philosophe espagnol José Ortega y Gasset, La révolte des masses, qui date de 1926, et là on comprend un certain nombre de phénomènes. Ce qui fait qu'en fait, quand on voit qu'il n'y a pas de régénération, parce que les impérialismes se poursuivent, parce que c'est un mouvement d'élite, eh bien, le concept de brutalisation prend tout son sens, parce qu'en temps de paix, les pratiques héritées de temps de guerre, c'est-à-dire les pratiques violentes et la banalisation de la violence, et notamment une indifférence croissante à la mort. L'indifférence croissante à la mort ne peut venir que du champ des anciens combattants et de cette masse, va marquer toute l'entre-deux-guerres. Je ne vais pas insister longuement parce qu'on pourrait en parler des heures, mais l'expérience de la tranchée, elle est double. La tranchée, c'est quelqu'un qui subit le choc de la mort qu'il voit au quotidien, avec tous les traumatismes que cela peut provoquer, mais la tranchée, c'est aussi celui qui donne la mort, c'est-à-dire qui se transforme. C'est cette double position psychologique de quelqu'un qui subit, mais en même temps qui est aussi le criminel dans l'opération, qui va impacter énormément toutes les visions des idéologies totalitaires et qui va faire adhérer des gens assez spontanément à cette camaraderie apparente de la tranchée qui est maintenue après la guerre, avec l'ambiguïté. Je suis solidaire face, mais en même temps je donne aussi les coups avec. Il faut bien regarder ça en face. Et là aussi, on peut multiplier les exemples qui ont marqué. Je n'ai pas eu besoin d'attendre la Deuxième Guerre mondiale et les conflits postérieurs à la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde le sait, les travaux historiques sont nombreux, pour montrer que les voies de l'invasion, où qu'elles se produisent en 1914, sont des voies où se déchaînent déjà, compte tenu du contexte de l'époque, des violences de guerre. Je n'ai pas besoin ici d'évoquer en Belgique ce qui se passe à l'automne 1914 lorsque l'armée allemande s'installe. Il y a réquisition forcée de civils, il y a camp, il y a viol, voilà, c'est assez clair. Et ça se passe encore à la fin de la guerre, lorsque les troupes françaises, dans l'autre sens, prennent possession de la rive gauche du Rhin. Je n'ai pas besoin de vous décrire l'axe d'intervention austro-hongroise vers les Balkans dès le début de la guerre. L'armée autrichienne n'y est pas allée de main morte. Ces violences sont là dès le début. C'est certes pas ce que je vais connaître 30 ans après, lors de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est une annonce qui ne peut pas aller
en reculant, mais qui va en amplifiant. Je pourrais prendre tous les fronts et vous parler de déplacements forcés de population. Partout. Déplacements forcés de population dans l'est de la France. Voilà. Le tsar de toutes les Russies déplace 500 000 juifs en 1915 vers l'est. Ils n'ont pas le choix. Je peux parler des vexations de nature ethnique. Déjà pendant la Première Guerre mondiale, le décret Ludendorff de 1916 interdit aux Juifs de servir dans l'armée allemande. Et pourquoi? Sont-ce de mauvais soldats? Sont-ce des Allemands ou est-ce que ce sont des critères ethniques? Eh bien, vous voyez comment l'ethnicisation commence à rentrer là-dedans. On peut montrer que cette Première Guerre mondiale développe déjà un phénomène concentrationnaire, des camps. Et que dire, si je vais aller encore un peu en avant, du retour des prisonniers de guerre et de ces gens des camps en 1918. On a à une échelle plus modeste ce que l'on va observer en 1945-46, l'incompréhension de l'expérience de l'autre emprisonné par les sociétés dans lesquelles il faut les intégrer. Et ces gens-là qui ont vécu ces drames pensent, je cite le fameux mot de Clémenceau, comme ça vous avez un peu la vision de ces choses dans la tête. Clémenceau disait, ces gens, ces prisonniers de guerre, ces anciens combattants, je le cite, ont des droits sur nous. C'est-à-dire, nous leur devons la victoire. Nous leur sommes redevables. À partir de ce moment-là, vous avez là les grands travaux d'Antoine Prot en France. On vous montre que les anciens combattants veulent jouer un rôle dans les sociétés qui se reconstruisent. Alors certains sont pacifistes, mais la plupart mettent le doigt sur les planqués de l'intérieur, sur la décadence de leur pays, sur la défaite humiliante qu'ils viennent de subir et sur l'attente d'un homme nouveau. Comme je suis dans un terreau chrétien, vous voyez l'attente du Messie, si je peux m'exprimer ainsi. Et dès lors, le concept d'ennemi continue à fonctionner. Simplement, aux ennemis de l'extérieur s'ajoutent les ennemis de l'intérieur. Les ennemis de l'intérieur, c'est ceux qui ne comprennent pas votre expérience. C'est les planqués. C'est ceux qui ont profité de la guerre. Et donc, en fait, dans ce contexte, que pèse la volonté d'écrire une page sur la fraternisation, sur la coopération, sur la nécessité d'Europe unie? Elle est complètement écartée par le contexte. Et donc ma radicalité politique, elle va s'exprimer à la fois dans la vie politique des États et dans leurs relations internationales. C'est le dernier aspect que je vais développer peut-être un peu plus rapidement. Au sortir de la guerre, tout le monde pensait que la démocratie était en train de s'imposer. Or, dès le début, dès les années 20, elle doit composer avec des forces qui la nient, qui la renversent. Deux expériences, celle de la Grande Lueur à l'Est, avec la prise de pouvoir par les soviets en Russie, qui rêvent d'exporter cette lumière régénératrice. Et vous pouvez faire tout un saut. Allemagne, fin de l'année 18, début de l'année 19, semaine sanglante, à Berlin, assassinat de Rosa Luxembourg, Karl Liebknecht. La Bavière, République socialiste soviétique de Bavière, Kurt Eisner, qui rêve de l'exporter où? En Hongrie, expérience de Béla Kun, par exemple. Voilà. Vous pensez que l'ordre libéral va s'installer, vous avez déjà une expérience, et celle-là, elle vous montre tout de suite qu'elle doit être mondiale. Hein? C'est Staline qui la soviétise, cette expérience. Mais quand je vois Lénine, Trotsky au début, l'idée, c'est de la diffuser. Elle doit faire face également à la création de cette démocratie partout, de partis communistes qui n'ont qu'un seul objectif, prendre le pouvoir de l'intérieur. Regardez la création des partis communistes, 20 en France, 20 en Italie, à Livourne. Tout le monde a peut-être vu le magnifique film 1900 de Bertolucci.
si mes souvenirs sont bons, qui vous montre un peu ce que sont les campagnes italiennes à cette époque-là. Elles sont pré-révolutionnaires. Gramsci est un des fondateurs à Livourne en 1920. Et vous pouvez faire le tour. KPD allemand, vous voyez tout cela se mettre en place. Mais au même moment, vous avez l'autre idéologie qui s'en prend de la même façon aux démocraties. Horthy, en Hongrie, c'est 1920. Premier régime fasciste européen. Mussolini, c'est 1922. Mais vous pouvez continuer. 23, Primo de Rivera en Espagne. Salazar, 25, 26 au Portugal. Et donc il ne faut pas être surpris si dans les années 30, une phraséologie nationaliste, ethniciste monte. Ça a commencé tout de suite à la fin de la guerre et les deux prennent en étau les démocraties libérales comme des alliés objectifs. La violence politique, mais on la découvre en Allemagne en 1918-19, mais dans les deux directions. Semaine sanglante, comme Putsch Cap. Ça annonce toute la suite. La violence politique, on la découvre avec les corps francs qui continuent la guerre dans le Balticum. Il n'y a pas de fin, si vous voulez. Si, il y a un armistice, il y a un traité de paix, il y a une négociation, mais le terreau est violent. La violence politique, elle continue avec Gabriele D'Annunzio et son expédition à Fiume, consacrée de fait par Mussolini quand il arrive à la fin. Ou alors, vous prenez, je les ai évoqués avant avec mes 9 novembre, les tentatives d'Hitler, des républiques rouges, etc., etc., etc. Tant et si bien, j'emploie là l'expression de mon collègue historien Peter Guy, l'allemand, qui explique la République de Weimar, elle s'est suicidée. Voilà, c'est un suicide progressif de la démocratie. Et je peux rentrer dans les États qui restent démocratiques tout au long de la guerre. J'ai des formes de cette contestation qui continuent. Je peux montrer les ligues en France, je peux vous expliquer le rexisme en Belgique, je peux monter en Norvège et vous parler un peu de Quisling et de son parti national norvégien. Ces éléments sont en place. Et sur le plan international, eh bien, là non plus, la guerre ne cesse jamais dans l'entre-deux-guerres. On sort de la Première Guerre mondiale, j'ai parlé des corps francs dans le Balticum, mais si vous voulez des conflits un peu plus majeurs, vous avez la guerre russo-polonaise. Elle s'arrête en 1920, déplacement de frontières entre les deux États. On peut continuer. Vous avez les expéditions italiennes dans le royaume voisin de Yougoslavie, vous avez une guerre entre la Grèce et la Bulgarie. Tout est objet de litige et les bruits de bottes ne cessent jamais, y compris des bruits de bottes orchestrés par les vainqueurs, parce que tout le monde se souvient de la calamiteuse intervention française dans la Ruhr avec leurs alliés belges. Elle n'est pas rayée, cette guerre, même si on vous dit la der des der dans certains milieux, elle n'est absolument pas rayée du paysage politique. Et donc, dans ce contexte, les rares tentatives, parce qu'elles existent, les rares tentatives marquées par le fonctionnement des organisations internationales, la SDN, elle essaye dans cette époque-là. Les rares tentatives de rapprochement franco-allemand, il y a la phase postérieure au traité de Locarno, Briand-Stresemann, les tentatives aussi d'impliquer les États-Unis, j'en ai pas beaucoup parlé, mais on peut le développer, d'impliquer les États-Unis dans l'ordre européen, sur les plans des réparations, Dawes, Young. Les tentatives de créer un ordre économique européen au début de la crise, 29-30, on essaye encore. Ces tentatives s'effondrent avec la crise de 29, qui va relancer les conflits économiques d'abord. Alors s'il y a un lien à faire avec l'actualité, il est là. Parce que la guerre commence d'abord avec la guerre économique, c'est-à-dire la relance grandeur nature du protectionnisme. Moi, c'est là où je fais le seul lien. On ne rentre pas dans les autres opérations, il y a des choses fondamentalement différentes. Économique avec un protectionnisme qui devient à proprement parler suicidaire. Il n'y a pas d'autre mot. Parce que le protectionnisme, quand il est pratiqué par les grandes puissances, ça, on ferait bien de le méditer aujourd'hui, ça suppose pour les petites et moyennes puissances qu'elles rentrent dans la clientèle du grand. Parce que sinon, elles ne survivent pas dans la guerre protectionniste au sommet. Et vous observez ça en Europe dès les années 20.
l'Europe centrale et orientale, ces petites et moyennes puissances, rentrent à partir de 1931 dans la clientèle des grands, que le grand soit britannique, que le grand soit français, que le grand soit allemand. Mais on est inclus dans une zone économique. Ça, c'est un premier point. Ensuite, conflit politique, par la confrontation entre des modèles fondamentalement antinomiques et exclusifs. La crise, elle relance partout, là où il y a de la démocratie, le mouvement communiste. Regardez les élections dans les États, 28, 29, 30, 31, les partis communistes, là où il y a encore une expression libre, progressent. D'ailleurs, regardez la fameuse progression électorale des communistes en Allemagne en 1931, qui est parallèle, c'est le mot de la transition, avec les nazis. Donc ces deux extrêmes dans la crise progressent dans les élections des États démocratiques. Et donc elle est nécessairement, cette crise, instrumentalisée, et la solution passe pour les idéologies totalitaires par la négation de la diversité et l'apologie du modèle unique. La supériorité du modèle, pour elle, doit être consacrée par la guerre. Mais dans ce contexte, c'est le mot de la fin, la guerre est nécessairement totale. Merci.